intéressant. Une chanson en entier aujourd'hui. Ouais, elle dure 2 minutes 43. 20 secondes 20 secondes. C'est qui? C'est Clément? Ouais. On va parler de libéralisme. Ah. Ça intéresse. Avez-vous lu? Bonsoir Clément. Bonsoir Barbara, bonsoir à toutes et à tous. Alors si je me trompe pas ce soir, tu nous parles pas d'un livre, mais tu tentes carrément le challenge de faire une présentation de 3 ouvrages en quelques minutes. Voilà, 3 ouvrages en 5 minutes, effectivement. 3 ouvrages de Jean-Claude Michéa. S'intituleront L'Empire du moindre mal, La double pensée et les mystères de la gauche. Et en gros, je résumerai pas l'ensemble des livres, mais la thématique maîtresse, le cœur conceptuel qui se balade dans les 3 livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Eh ben écoute, j'attends de voir si le challenge sera relevé. On va voir, ce sera à Michéa de me le dire, mais en tout cas, bon, on va essayer. Quelques mots sur l'auteur. Jean-Claude Michéa est un philosophe français dont les influences majeures sont en gros celles de George Orwell, Guy Debord et du jeune Marx, celui des manuscrits de 1844 et du manifeste du Parti communiste de 1848. Il est connu pour ses prises de position très engagées contre la gauche qui, selon lui, a perdu tout esprit de lutte anticapitaliste pour laisser la place à la religion du progrès. Il est l'auteur par exemple de plusieurs essais tels que L'enseignement de l'ignorance, Impasse Adam Smith, Orwell éducateur, Le complexe d'Orphée et donc les 3 livres que je vais vous résumer aujourd'hui, L'Empire du moindre mal, La double pensée et les mystères de la gauche. Donc quel est le thème global de ces 3 livres ? Finalement, Jean-Claude Michéa propose une histoire intellectuelle critique du libéralisme, de ses fondements philosophiques et de ses implications pour comprendre la structuration du paysage politique contemporain. Comme le note l'auteur, nous avons tendance à opérer une distinction nette entre un bon libéralisme de gauche, politique et culturel, permettant l'émancipation des individus par le biais, par exemple, de l'extension de leur liberté individuelle et de la lutte contre toute forme de discrimination, et de l'autre côté, un mauvais libéralisme de droite, économique, où la logique du libre marché serait le principe régulateur optimal des sociétés. Or, le point central de la thématique de Jean-Claude Michéa, c'est de montrer que les concepts de libéralisme politique et culturel d'un côté et de libéralisme économique de l'autre sont indissociables et ont évolué historiquement de concert. Et ce qui permet d'expliquer la citation de Cornelius Castoriadis, que l'auteur mentionne en début de l'ouvrage Les mystères de la gauche, à savoir « Il y a bien longtemps que le clivage droite-gauche en France comme ailleurs ne correspond ni aux grands problèmes de notre temps, ni à des choix radicalement opposés ». Donc, essayons de comprendre maintenant les origines du libéralisme et les origines conceptuelles de ce courant de philosophie politique. Alors, la philosophie libérale se constitue à partir du XVIIIe siècle dans un contexte historique marqué par les atrocités des guerres de religion des XVIe et XVIIe siècles. Après de tels événements, les hommes étaient clairement désespérés quant à leur capacité de vivre en commun. Ce que les guerres de religion ont mis en évidence est que l'homme, contrairement à ce que pensait Aristote, n'est absolument pas un animal politique, mais bien davantage un loup pour l'homme, pour reprendre l'expression de Hobbes. Dès lors, à partir de l'époque moderne, la tâche de la philosophie ne fut plus, et j'insiste sur ce point, de décrire les conditions politiques de la meilleure société possible, mais de permettre simplement à chacun de vivre selon sa propre définition de la vie bonne. Autrement dit, le droit de chaque individu de vivre selon sa définition privée de la morale et du bonheur, et ce, du moment qu'il ne cherche pas à l'imposer à d'autres individus. L'objectif est donc essentiel, c'est celui de privatiser les modes de vie individuels. La seule chose que la société libérale juge utile d'interdire, ce sont simplement toutes les conduites supposées porter atteinte aux libertés d'autrui. Alors dans ces conditions, la philosophie politique est simplement devenue l'art minimal de définir la moins mauvaise société possible, l'empire du moindre mal. Et ainsi, comme le note le psychanalyste Jean-Pierre Lebrun dans son ouvrage La perversion ordinaire, une société libérale est d'abord une société dans laquelle nous sommes tenus d'avoir à vivre ensemble sans autrui. Alors comment finalement réaliser une telle société qui garantirait la paix civile, les libertés individuelles et la prospérité collective ? Pour cela, d'après les libéraux, il est nécessaire que ces principes d'organisation, et j'insiste sur ce point, ne débordent plus en quoi que ce soit de la moralité, du civisme et des vertus de ses membres. Il s'agit donc de définir un mode d'organisation des sociétés que l'auteur appelle axiologiquement neutre, c'est-à-dire sans référence à la morale, à la philosophie ou à la religion.
Et dans ces conditions, la réflexion portant simplement sur la définition d'une société bonne, idéale, la question de la justice n'a plus lieu d'être. Ce qui importe à présent, c'est de se demander sous quelles conditions une communauté d'individus motivés par leur simple intérêt égoïste peut avoir encore une infime chance de survivre et de prospérer. Nous voyons donc que la philosophie libérale se base sur une vision, je dirais même plus précisément sur une ontologie fondamentalement pessimiste de l'homme. Et à partir de ce point-là, à partir du XVIIIe siècle, libéralisme politique et économique ont représenté, en gros, les deux grandes réponses à la fois parallèles et complémentaires aux problèmes politiques modernes. À savoir, je répète, comment assurer la coexistence pacifique d'individus incapables, par hypothèse, de s'entendre sur des valeurs morales ou philosophiques communes. Et pour cela, la réponse des libéraux est qu'il faut abandonner, j'insiste, la régulation de la société aux mécanismes jugés neutres, du droit ou du marché. En effet, selon eux, il existe seulement deux systèmes capables de produire cet équilibre social de façon automatique, sans recours à des valeurs morales ou philosophiques, c'est-à-dire l'état de droit ou le marché autorégulé. Et de là se fondent donc les deux visions du libéralisme suivantes. Le libéralisme politique et culturel, de Benjamin Constant à Alexis de Tocqueville par exemple, dont la logique est d'instituer un état minimal dont les pouvoirs seraient séparés, axiologiquement neutre, et dont l'équilibre garantira à chacun la possibilité de vivre comme il l'entend, sous condition que cet usage personnel de la liberté ne nuise pas à celle d'autrui. Donc dans ce cas-là, le gouvernement devient simplement un simple principe d'administration des choses sur le mode technique, à savoir un savoir d'expert parmi tant d'autres. Et de l'autre point de vue, le libéralisme économique, dont le plus connu, le représentant initial bien entendu est Adam Smith, selon lequel il est nécessaire et suffisant, j'insiste pour les matheux, que l'organisation globale de la société repose sur la logique de l'échange marchand, la main invisible du marché réglant les interactions entre individus sans intervention de l'État, de l'Église ou encore des partis politiques. Donc finalement, on voit quelle est la genèse du libéralisme en tant que tel dans un contexte de guerre de religion. Et maintenant, intéressons-nous simplement à la relation entre ces deux libéralismes. Finalement, ce qu'il est important de noter, c'est que l'État libéral est censé offrir la possibilité à chacun de vivre comme il l'entend, sous condition que cet usage personnel de la liberté ne nuise pas à celle d'autrui. Mais dans ce cas, point fondamental, comment établir que l'exercice d'une liberté particulière ne nuit pas à celle d'autrui? Si l'on doit s'interdire, c'est essentiel, pour prononcer le moindre arbitrage, de recourir à un quelconque jugement de valeur, pour lui préférer simplement une démarche technique et procédurale, jugée neutre et bien supérieure. Et ici, la solution du libéralisme politique consiste simplement à observer d'un regard le plus neutre possible les nouvelles modalités de la guerre de tous contre tous, que sont les luttes pour la reconnaissance du plus grand nombre de leur liberté individuelle, et de régler le curseur du droit sur le résultat provisoire de ce combat. Et dans ce cas, on voit que le droit libéral, en s'interdisant de prendre appui sur une quelconque réflexion morale ou philosophique, est naturellement enclin à s'aligner automatiquement sur la nécessité des faits, et ainsi à régulariser indéfiniment les revendications de chaque groupe au sein de la société, et ça, selon les rapports de force qui travaillent la société à un moment donné. Il n'y a donc par définition aucun principe d'autolimitation au droit libéral en tant que tel. Et dans cette condition, il y a deux paradoxes auxquels doit faire face ce droit. Premièrement, c'est que ce dernier, de fait de son absence d'autolimitation, conduit à une atomisation de la société, une division des individus, et qui permet le retour de la guerre contre tous. Mais tout le problème, c'est que dans ce cas, si le droit libéral n'est pas capable de régir la société selon un principe autonome, selon un principe qui lui est propre, celui-ci doit trouver un nouvel appui, un nouveau langage commun, et ce langage commun, ça sera celui du libéralisme économique. Ça sera la seule alternative philosophique qu'aura le libéralisme politique pour trouver une solution de repli, et le seul langage commun, celui du langage marchand, celui de l'échange, pour pouvoir justement favoriser la cohésion d'une société. Donc pour conclure, il semble logique que l'économie soit devenue la nouvelle religion des sociétés modernes, dans la mesure où le marché apparaît toujours comme l'unique moyen neutre de réunir à nouveau des individus que le libéralisme politique et culturel ne cesse de séparer. En effet, s'il n'existe aucune morale universalisable, la seule instance capable de réunir les individus sans porter atteinte à leur liberté individuelle est de s'en remettre aux mécanismes de marché. Dans cette perspective, et c'est la conclusion de Jean-Claude Michéa, c'est là où se trouve toute l'unité en fait du libéralisme, cette double pensée qui associe mécaniquement libéralisme économique et libéralisme politique. Et dans ce cas-là, plus la nouvelle gauche s'efforce de développer le libéralisme politique et culturel, les droits à l'émancipation, les droits à la différence, plus celui-ci sera obligé de chercher dans le libéralisme économique les moyens d'organiser la société sur des bases pacifiques. Voilà.
Alors, je sais pas si le challenge est tout à fait relevé, puisqu'il vous a annoncé qu'il avait 5 minutes. Il en a pris environ 8 ou 9. Donc, Clément ne sait pas tenir le temps et je suis censée être le droit ici. Tu remarqueras que ta morale a quand même dévié du droit que je t'avais attribué. Et je m'en excuse. Annonce donc ta musique qu'on perde pas plus de temps. Ah oui, et qui orthographiquement n'est pas correct, mais c'est Busy de Activiste. Je t'ai dit, j'ai pas eu le temps de faire court. Je kiffe, j'adore. C'est très facile. Ah mais j'ai pas eu le temps, j'ai dû massacrer la Non mais phrase, il restait 3 pages. même, enfin moi, et je vais, la première chose que je fais dès qu'on a l'audio, je l'envoie à Victor. Parce que là, on est dans les là, mais c'est aller faire ça. Tu l'as, ouais, non mais Parce que là j'ai fait que 2 pages et il y en a 5 en fait. Ah mais bon j'ai massacré le... Non mais je veux bien même pour lui envoyer direct par ordi si t'as le fichier par ordi. Un petit mot, Clément. Un petit mot. Un petit mot, frustré parce que je peux le temps de te dire, mais c'est normal, j'ai voulu faire 3 livres en 7 années, c'était un petit peu abusé, mais j'espère que le cœur, l'idée a été transmise et je suis content.